Bonjour et bienvenue de retour sur la chaîne Oak Island Research pour une nouvelle vidéo qui s'appelle La Formule. Alors on va continuer le cycle de ce que j'appelle les premières découvertes. Je pense que c'est la dernière vidéo de ce cycle et après je vais vous montrer d'autres choses assez intéressantes. Donc cette vidéo s'appelle La Formule. Pourquoi la formule? Bien parce que ce document-là, la formule. Donc reprenons ce document. Existe à deux endroits différents, détenus par deux personnes différentes. Pour rappel, Joan McInnes, descendante de Daniel McInnes, un des trois premiers découvreurs supposés du puits, a en sa possession ce document, exactement sous cette forme, qui a été légué par son frère Jim McInnes, je pense sur son lit de mort. C'est des documents qui étaient transmis de père en fils dans la famille McInnes, jamais vers les filles. Et il semblerait que ce document était dans la possession de Daniel McInnes, un des premiers découvreurs, ou qu'il l'a trouvé avec ses deux amis sur les premières investigations sur le puits, les premières fois qu'ils ont creusé, ils auraient trouvé ce document. Mais on trouve aussi ce document dans la collection de Bill Jackson, le chercheur, qui nous a fourni, via Zina Alpern, caché dans la doublure d'un livre qu'il avait fait lui-même, la doublure. Il avait caché ce document avec un texte en plus qu'on appelle la note de Marie, dont j'ai parlé lors de l'épisode précédent, ainsi que la carte qu'on appelle maintenant la carte de Zina Alpern, la première carte que vous avez vue sur les premières vidéos, qui a été les premiers axes de décodage qu'on a fait. Donc ce document, beaucoup de gens, enfin on a des théories qui disent que c'est un faux, que c'est une fabrication moderne. Le fait que John McInnes avait ce document en sa possession et que son père, son grand-père, etc., tente quand même peut-être à prouver de la véracité. Ce document, déjà, il a une forme particulière. On va voir juste dans la diapositive suivante qui nous rappelle une forme qu'on a déjà vue. Il y a deux inscriptions en français. Donc la première tout en haut, la formule. Et tout en bas, on peut lire 20, V-I-N-G. Je vais prendre mon stylo. V-I-N-G, on pense qu'il y a un T qui manque, il y a une partie qui manque évidemment dans le découpage, et la valeur. Certaines personnes ont pensé que c'était Levasseur, la Buse, qui était un pirate qui avait caché un trésor, mais c'est bien la valeur. On note une particularité ici, c'est que le caractère déborde de la ligne, donc on en déduit que ça c'est une copie à la main du document original, et la copie à la main a essayé de respecter la forme du document, les contours. Quand on regarde et qu'on compare avec une des pièces du puzzle, les 7 pièces qui ont été fournies par Bill Jackson et Don Roux dans son livre The Scrolls of Anteora, on remarque qu'on est sur une forme miroir, comme si les caractères étaient écrits derrière ce morceau de parchemin. Alors, j'ai utilisé PowerPoint, j'ai pris les images, j'ai superposé, fait un miroir, mis en transparence et c'est pas la forme exacte, ce qui continue à me faire penser que la partie de droite est une copie à la main, et Michael et moi pensons que c'est une copie à la main de ce qu'il y a derrière ce document réellement, que des personnes ont pu le voir, n'ont pas pu le photographier, peut-être que la photographie n'existait pas à l'époque, et on reproduit à la main une forme très similaire, et le fait que le delta déborde nous montre que ça a été fait à la main. Mais je pense vraiment que c'est la copie de ce qu'il y a derrière ce parchemin. Et évidemment, on sait très bien maintenant qu'il y a d'autres parchemins qui viennent s'emboîter pour faire un puzzle. Et les morceaux manquants sont sur un autre morceau de parchemin. Et il est très possible que tous les parchemins aient du texte derrière qui raconte des choses, et on va voir quoi, et qui nous aide à retrouver l'entrée du puits. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans ce puits? Moi je serais très curieux de savoir ce qu'il y a derrière les autres parchemins. C'est la seule version qu'on a, c'est le seul verso d'un parchemin qu'on ait, c'est celui de droite. Comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo, les caractères utilisés sont les mêmes que sur la pierre de 90 pieds ou la pierre des 27 mètres, qui a été décodée en 1840-50, je sais plus. Michael a fait plusieurs vidéos à propos de ça. Daniel Spino aussi, sur le groupe Facebook de Quest of Oak Island, a fait une recherche qui tend à prouver que le texte de la pierre de 90 pieds a été inventé. Néanmoins, et encore une fois, il a été peut-être inventé en se servant comme base ces caractères-là, qui ont été reconstitués.
Mais en tout cas, on a une clé de décodage, une clé de substitution depuis que la pierre de 90 pieds a été découverte. Et cette clé de substitution, si on l'applique à ce texte-là, on retrouve en français, oui en français, ce texte ici, qui nous dit « Halte, ne terrez pas, creusez à », alors on a rajouté les morceaux qui semblent les plus probants, creusez à 40 pieds avec à angle 40, on pense que c'est un 5, 45, je crois qu'il y a une erreur de traduction, là c'est un Q je crois de mémoire, 45 degrés, la rampe à 522 pieds, à vous entre le, alors on pense que c'est corridor, qui est mal orthographié, à 1000, là on pense que c'est 65 pieds, atteindre la chambre probablement. Donc, ce document, il était en circulation depuis, en même temps que la carte, hein, donc ça fait quelques années maintenant. Et tout le monde l'a vu hein, sur History Channel. Mais donner un sens à ça, ça nous a pris, ça m'a pris, c'est moi qui ai fait la découverte, ça m'a pris 6 bons mois avant de comprendre les implications du texte par rapport aux autres documents qu'on avait en main. Et en fait, une fois qu'on a l'explication, c'est à peu près clair. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, il faut creuser à 40 pieds avec un angle de 45 degrés. C'est la première partie. La deuxième chose dont on nous parle, c'est une hampe. J'ai une vidéo qui est prête, mais je ne sais pas si je vais la faire sur la hampe. La hampe, c'est ce que vous trouvez quand on a, par exemple, à l'arrière d'un bateau, on a un drapeau qui vient s'attacher à un morceau de bois. Le morceau de bois, ça s'appelle la hampe. Quand on a les bateaux médiévaux ou les bateaux du temps de Christophe Colomb, je suis très mauvais dessinateur, mais quand on a le mât, eh ben, au-dessus du mât, on a le truc qui porte le grand drapeau, ça s'appelle la hampe. Et enfin, en français, quand on a une lance, eh bien, le corps en bois de la lance s'appelle la hampe de la lance. Donc on parle d'une longue tige en bois ou d'un long morceau de mât en bois, apparemment, hein, c'est bien le mot qui est utilisé, une hampe, qui est à 522 pieds. Alors, nous, on considère, on a pris l'hypothèse maintenant que tous ces documents étaient exprimés en pieds d'avant 1680, puisque c'est la date 60-80. C'est à ce moment-là que le roi de France a décidé qu'on allait modifier la longueur du pied. Et quand on les remet sur des pieds américains modernes, oui, on calcule en pieds. Quelqu'un m'a dit pourquoi on ne le regarde pas en mètres. Parce qu'avec Michael, on a pris l'habitude de parler en pieds pour l'accommoder lui. Pour l'histoire, moi j'ai fait mes études aux États-Unis, donc je suis bilingue en termes de mesure. À l'école d'ingénieur, aux examens, on avait un problème à résoudre dont les unités devaient être exprimées en mètres, en métrique. Et puis deuxième exercice, un autre, dont celui-là, il fallait tout mettre en mesure américaine. Ça a habitué les étudiants américains, les futurs ingénieurs américains à travailler en métrique. Moi, j'ai pas trop de problème à travailler en pieds, c'est pour ça qu'on a gardé les pieds US dans nos expressions de distance. C'est juste pour ça. Donc la hampe serait à 522 anciens pieds de ce point, après avoir creusé 40 pieds. Et 522 pieds, ça fait quand même 3 x 5, 15, 150 mètres hein, sous terre. Et puis une fois qu'on a passé la hampe, on rentre dans un corridor, et il distingue un corridor, hein, donc ça veut dire que c'est peut-être un tunnel maçonné, un corridor, et on fait encore 1065 pieds, qui fait encore 300 mètres, et on atteint la chambre. Moi j'ai mis la voûte ici, mais c'est bien écrit la chambre. Mais la chambre, ça peut être la voûte en bas de terre qui est identifiée sur le document d'Ina Alpern, et ça peut être la voûte qu'on a vue sur les morceaux de puzzle. Et en fait, c'est ça qui s'est passé dans mon cerveau, c'est une association de ces trois documents, avec beaucoup de recul et d'altitude, en me disant, mais en fait, on parle de la même chose. Zina, la carte, parle de la voûte sous la terre. Dans les 7 pièces de puce, je vois bien une voûte avec une barque qui monte et qui descend et qui flotte. Et ici, on parle encore de la chambre. Et en fait, quand on réfléchit, on se dit, bah alors en fait, la chambre et le trésor, s'il y en a un ou quoi que ce soit, c'est pas du tout à l'endroit où on creuse. C'est au moins 525 et 1065 pieds plus loin. Donc sur la partie ouest de l'île, pas sur la partie est où ça fait 250 ans qu'ils creusent. Continuons. Donc là, il y a deux scénarios quand on lit le texte. Halte, ne terrez pas, creusez à 40 pieds. Ok, donc je suis au milieu de mon puits. Peut-être qu'après avoir creusé 1 ou 2 mètres, je tombe sur un morceau de parchemin ou la carte ou quelque chose, et on me dit « Halte, arrêtez de creuser, creusez à 40 pieds ». Donc on pourrait imaginer que l'endroit où il faut creuser, c'est à 40 pieds, soit 12 mètres, de l'endroit, ou un peu plus, puisque c'est des anciens pieds, de l'endroit où je suis. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça.
et ça nous donnait une circonférence autour de 40 pieds. Ça, c'était l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, elle dit, non, en fait, c'est halt, arrêtez de creuser. Je trouve cette indication, ce parchemin dans un coffre ou autre à 40 pieds ou à 30 pieds. Tiens, à 30 pieds, c'est parfait. Le scénario à 30 pieds est parfait, puisqu'on me dit, arrêtez de creuser, vous allez déclencher la remontée d'eau et l'inondation du puits. Arrêtez de creuser. Par contre, creusez à 40 pieds avec un angle de 45 degrés. Et c'est parti, on creuse sur le côté. Donc j'avais deux hypothèses, et en fait, celle qui se révèle être la vraie, enfin, qui est corroborée par des faits, c'est la version numéro 2. Donc en fait, ce parchemin est en train de nous expliquer, arrêtez, ne creusez pas, ne terrez pas. Alors ce mot terrer, il est vraiment obscur, parce que vraiment, quand on regarde les dictionnaires, terrer, ça veut dire remettre de la terre là où il y avait un trou. C'est ça, terrer. En fait, je sais pas, ça j'arrive pas à l'expliquer, mais pour moi, je vais prendre l'impasse et l'hypothèse que on nous dit bien de ne plus creuser. Halt, ne terrez pas ou ne déterrez pas tout. Il manque peut-être 2 caractères, c'est peut-être déterrer. Hein. On sait qu'à 90 pieds, on a une remontée d'eau. Et on nous dit creuser à 40 pieds, donc ici, à 45 degrés, c'est parti. Et je vais trouver à 522 pieds, ancien pied toujours, je vais trouver la rampe. La rampe avec ou sans drapeau d'ailleurs, on ne sait pas. Donc il y a un objet ici au bout de 522 pieds. Et après on nous dit, et après on prend un corridor sur 1065 pieds. Et on arrive à la chambre ou à la voûte avec le mécanisme qu'on a vu dans les 7 morceaux de puzzle. C'est une révélation parce qu'on ne savait pas comment interpréter ce document et moi je me dis c'est ça la solution. Surtout qu'on a vu que maintenant dans les autres documents il y avait bien la rampe qui était en fait la première valve ou la première écluse qui gardait de l'eau. Alors il y a d'autres documents qui nous permettent de continuer à penser de cette façon. En 1965 sort dans un magazine, une publication qu'on a bien connue en France, moi je lisais ça quand j'avais 8-9 ans chez mon grand-père, la sélection du Reader Digest. Et en janvier 1965, la sélection du Reader Digest sort un article de 7 pages, 6 petites pages comme ça, qui raconte le mystère d'Oak Island tel qu'on le connaissait à l'époque. Et beaucoup de gens d'Amérique ont lu et sont partis à la chasse au trésor. Et les frères Lagina, qui sont propriétaires de l'île aujourd'hui et qui font tourner le show télévisé et qui entreprennent toutes les recherches, ont expliqué que leur motivation elle venait de la lecture de cet article-là. Alors il est en anglais, mais il raconte toujours la même histoire. Ce qui est très intéressant, c'est ici que je le retrouve. Donc le jour d'après, il est revenu avec 2 garçons. Donc il donne l'attribution de la découverte à McInnes, qui le lendemain vient avec 2 autres amis qui sont Tony Vaughan et Jack Smith, qui est devenu John Smith entre-temps. Enfin, il y a eu d'autres noms. 10 feet down, they hit the platform. Donc à 10 pieds, ils touchent une plateforme. Elle est là. À 10 pieds, ils attaquent la première plateforme. À 20 pieds, une autre. À 20 pieds, une autre. Très bien. À 30, une troisième. À 30, une troisième. Elle est là. OK. Bien identifié, les 3 premières. Et ils expliquent que les murs qui font le contour du puits de 7 pieds de diamètre, donc de 2 mètres et des poussières, c'est ça, 12 feet, pardon, 12 feet, donc presque 4 mètres. Eh bien, les murs sont faits d'argile durcie. Donc, je les ai mis ici, clay c'est de l'argile, j'ai oublié de le traduire. Et, sur les murs de argile durcie, sur les parois, il pouvait encore voir les marques de coups de pioche. Comme si quelqu'un avait attaqué les murs à coups de pioche dans la zone de 30 à 40 pieds. C'est étonnant, hein, parce que c'est la zone qui nous intéresse maintenant. On sait qu'à 40 pieds, il faut arrêter de creuser et commencer à partir sur le côté, parce qu'il doit y avoir un puits ou un tunnel qui commence là. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais bon sang, mais en fait, c'était des gens qui sont rentrés dans le puits et qui cherchaient à 40 pieds, à hauteur de 40 pieds, cette entrée qui doit faire elle-même probablement 5 pieds de haut, 1m50, 1m60 de haut. Et donc, je pense que c'est ça qu'il nous explique. Pour la petite histoire, personne n'a jamais pu donner d'explication à pourquoi il y avait des coups de pioche à 40 pieds. Donc moi, c'est mon hypothèse, c'est que c'est des chercheurs d'avant ou autres qui cherchaient l'entrée de ce tunnel
qui existerait à 40 pieds, à 45 degrés, et qui arriverait à la hampe. Donc ça corroborait mon idée première. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme document à part la sélection du Reader Digest de 1965? On a un autre document qu'on a lu en long, en large, en travers, qui date maintenant de 1870. Rappelons-nous, la découverte initiale du puits, c'est 1795. Donc 80 ans plus tard, il y a un historien, en fait c'est le juge Desbray, c'est le juge du comté de Lunenburg, là-bas, qui à l'époque a décidé d'écrire l'histoire du comté. Et il est parti revoir des... Alors il n'y en avait plus beaucoup, des vivants, mais des gens qui ont raconté l'histoire de la découverte du puits. Et il raconte des choses très intéressantes dans ce vieux document. Donc il re-raconte l'histoire, telle que lui, il l'a enregistrée en 1870. 3 hommes, Not Smith, McInnes et Vaughan. Alors il écrit Vaughan, mais ça devait être Vaughan, l'orthographe. Juste pour votre anglicisme, on ne prononce pas Vaughan en anglais, on dit Vaughan. Ça, je vais utiliser le mot Vaughan. Émigrèrent de la Nouvelle-Angleterre à Chester, donc ils étaient déjà en Amérique du côté de Boston et de la Caroline du Nord. Smith et McInnes s'installent sur l'île et Vaughan reste en face. En face, c'est 150 mètres, la berge. Donc on raconte l'histoire. McInnes découvre un jour un endroit. Je l'ai traduit en anglais, en français pour vous, parce que je ne vais pas vous le laisser en anglais. Bon, c'est l'histoire classique. Il trouve une dépression, il trouve un arbre. Sur l'arbre, il y a une poulie. Il fait connaître la découverte aux voisins. Le lendemain, les 3 y vont. Et la poulie qui est dans l'arbre, qui est tellement vieille, elle tombe et elle se répand parce qu'elle est pourrie. Et voilà le paysage au moment de la découverte du puits. Alors, on continue notre lecture. Là, ça va devenir intéressant, parce qu'il nous explique, mètre par mètre, pratiquement, ou pied par pied, qu'est-ce qu'ils ont trouvé au fur et à mesure de la descente. Ils ont enlevé les jeunes arbres, enlevé du sol une surface d'environ 2 pieds. Donc il y a 2 pieds déjà de terre. Et ils ont trouvé un parterre de dalles. Alors il l'explique, des flagstones, c'est des pierres plates, assez étroites, et qui s'emboîtent pour faire un motif. Et j'ai appelé ça un parterre de pierres, comme une énorme mosaïque, si vous voulez, et qui ferait le tour du puits. Mais qui sont, ils l'ont expliqué dans d'autres documents, elles étaient très bien mises les uns dans les autres, et certaines avaient des marques étranges dessus, et on ne sait pas du tout ce que sont devenues ces dalles. Et je pense qu'elles étaient très importantes, et qu'elles expliquaient beaucoup de choses sur comment utiliser le puits, et on n'a plus jamais retrouvé les dalles. On continue notre descente. En enlevant les dalles, ils ont vu qu'ils entraient dans un vieux puits qui avait été rempli de terre. La bouche avait, alors, 7 pieds de diamètre dans ce document, 12 pieds dans le document précédent. 7 pieds, ça fait pas lourd, ça fait que 2 mètres, 7 pieds. Je pense que c'est plus 12 pieds de diamètre qu'il faisait. Et il rapporte que les flancs étaient d'argile durcie. Ça revient, cette histoire d'argile. Par contre, la terre qui était à l'intérieur avait été meuble et facile à enlever, comme si elle avait été là depuis pas très longtemps. 10 pieds plus bas se trouve un niveau de rondin de chêne. Donc 10 pieds plus bas, c'est pas 10 pieds du haut. C'est là que j'ai commencé à recalculer les mesures, parce qu'on avait 2 pieds de terre, 1 pied de dalle, de dallage, et 10 pieds en dessous, donc on est à moins 13 mètres. Et donc on a un niveau de rondin de chêne étroitement attaché. Ça, tous les témoignages disent que les rondins étaient ancrés sur les côtés, bien plus que les rondins qu'ils ont découverts après. La terre s'était déposée sur près de 2 pieds, donc comme il y a des rondins, on a de la terre, mais on a un petit espace, parce que la terre se tassant, elle crée un vide, le vide sanitaire, là, le petit vide. Donc c'est de ça dont il est en train de parler. 10 pieds là, la terre en dessous s'était déposée sur près de 2 pieds, les bûches étaient très pourries à l'extérieur, parce qu'elles étaient probablement au contact des intempéries. En les enlevant, ils sont allés 15 pieds plus loin. Ah, ça diffère, c'est plus une plateforme tous les 10 pieds. Vous voyez, selon les témoignages, selon les années, selon les légendes, des fois c'est espacé de 10 pieds, des fois c'est de 15, des fois il y a une plateforme tous les 10 pieds, des fois il n'y a que 3 premières plateformes. Vraiment, il y a des différences entre les différentes histoires. Mais imaginons, 15 pieds plus loin. Donc maintenant on est à 28 pieds. Ils sont arrêtés là. Ah non, c'est moi qui... Alors c'est peut-être moi qui ai un mal interprété, pardonnez-moi. On doit donc avoir à 23 pieds, on doit avoir un log pour que ça fasse 10 pieds, 3 mètres. Et ils ont encore creusé de 3 pieds, 1 mètre, et c'est là qu'ils se sont arrêtés, fin des fouilles en 1795. Donc ils ont repris en 1804, les fouilles reprennent, avec la première compagnie.
je crois que ça s'appelait Linsor, je ne sais plus le nom du gars qui avait investi. Et avec les 3 garçons et d'autres personnes, ils reprennent les fouilles. Donc, ils ont continué, puisqu'ils s'étaient arrêtés à 28 pieds. Et ils ont trouvé un deuxième niveau de poutre en bois. Donc ici, à 30 pieds, ça recommence. Rondins de bois comme ceux du premier niveau. C'est là que ça devient très intéressant quand on atteint la zone des 40 pieds. 10 pieds plus bas, donc à 40 pieds, ils ont trouvé du charbon de bois. Toujours à l'heure d'aujourd'hui, personne n'a aucune explication. Je vais vous en proposer une. 10 pieds plus bas, ils trouvent du mastic de navire. La légende veut qu'ils ont remonté tellement de mastic du puits que tout le monde a pu isoler ses vitres et refaire le mastic de toutes les vitres du comté de Lunenburg et il en restait encore. Ça, c'est la légende. Mais 50 pieds du mastic, ça sert à quoi du mastic? Ça sert à faire de l'étanchéité. Et plus bas, donc ils arrivèrent plus bas à une dalle d'environ 2 pieds de long et 1 pied de large avec des lettres grossièrement coupées et des chiffres qu'ils ne pouvaient pas déchiffrer. C'est la fameuse pierre des 27 mètres ou des 90 pieds dont j'ai parlé, j'ai expliqué et j'ai montré des photos dans les premières vidéos. Vous pouvez retourner si vous voulez revoir à quoi ressemblait la pierre. Bien qu'on ne l'ait plus, la pierre. Elle a existé, ça, il n'y a aucun doute, parce qu'il y a beaucoup de témoins qui l'ont vu, qui l'ont raconté, et je ne sais plus si c'est Smith ou Vaughan, l'avait ramené chez lui, et des gens l'ont vu. Puis elle a été mise en vitrine d'un magasin, et on pense que là, c'était une fausse pierre, et c'était pas l'original, et l'original, on a perdu la trace. Mais elle a existé, cette pierre. Le côté gravé était vers le bas, et puis après, ils expliquent, ils ont continué, hein, ils sont allés loin, ils sont à 90 pieds, donc 27 mètres, donc on en est là maintenant, et on sait que sur le parcours, ils ont trouvé la pierre, mais donc, ce qu'on a appelé la pierre de 90 pieds, d'après ce résumé, n'était pas à 90 pieds, elle était entre 50 et 90, mais on ne sait pas où. À 90 pieds, la terre au centre s'est ramollie et l'eau a commencé à monter. Il commence à avoir une infiltration d'eau à 90 pieds. À 93 pieds, le débit augmente. Donc là, ça commence à vraiment remonter de l'eau et pour continuer à descendre, ils enlevaient un bac d'eau pour 2 bacs de terre. Bref, ils étaient les pieds dans la gadoue. La nuit arrivant, comme d'habitude, ils ont sondé le sol comme ils faisaient tous les soirs avec un pied de biche pour voir s'ils trouvaient quelque chose. Et à 98 pieds, puisque le pied de biche faisait 5 ou 6 pieds, 5 pieds au-dessous de l'endroit où la barre était rentrée, ils ont rencontré une substance dure et impénétrable, liée par les côtés du puits. Vraiment, liée par les côtés du puits, renforcée. Et ils s'attendaient à ce que le mystère soit résolu le matin. Ils pensaient qu'ils avaient trouvé le trésor. Ça se trouve, ils ont trouvé encore une plateforme de rondins de bois, hein, accrochée sur les côtés et dure, et on n'a jamais su. Et le lendemain matin, quand ils sont revenus, ben, l'eau avait fait son travail, et l'eau était remontée au niveau de la surface, en ruinant toutes leurs tentatives d'excavation, et ça fait 250 ans qu'on en est là. Sauf qu'en plus, maintenant, on a perdu la localisation du puits. Bon, Michael et moi, on l'a retrouvé. C'est intéressant, cette histoire, parce que on a plusieurs choses qui se combinent et qui amènent à un scénario très probable, enfin pour moi. On a d'abord l'argile durcie sur les parois. On a du charbon de bois à 40 pieds. On nous dit qu'à 40 pieds, il faut creuser sur le côté à 45 degrés pour atteindre 520 pieds plus loin la rampe. Et tout ça, en fait, amène à une proposition de solution. La proposition de solution, elle est juste... Ici, j'ai remis un peu tout ce qu'on avait. Donc, on avait les marques de pic aux 40 pieds. Moi, je vais la passer celle-là. Parce qu'en fait... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce scénario, il est décrit ici aussi. Sauf que, et comme je l'avais expliqué, il n'est pas à l'échelle, une plateforme, 2 plateformes, 3 plateformes, 4 plateformes, creusées à 45 degrés, et vous trouverez la rampe à 522 pieds, et vous rentrez dans le corridor, et vous marchez 1065 pieds, et vous trouvez la chambre. En fait, c'est exactement ce que nous décrit le document, qui, notez-le, et je pense, était au verso de ce parchemin-là, hein, puisque c'est cette forme-là dont on est en train de parler, qu'on est en train de voir recto verso. Donc c'est l'instruction, en fait. Donc ça a un sens pour moi. Alors, 2 choses. 1, le nombre de plateformes ne correspond pas, mais je pense qu'encore une fois, ce dessin n'est pas à l'échelle, c'est juste un dessin schématique des opérations. Deuxièmement, l'angle, il n'est pas à 45 hein, du puits. Moi, j'appelle ça le puits de service. Mais on voit bien le principe. Le principe, c'est que je pars à 45 et notez que je dois creuser un certain nombre de mètres ici.
Et ça aura toute son importance dans une prochaine vidéo, parce que quand on a fait les premiers calculs, il n'y a rien qui matchait. En fait, quand on a fait les premiers calculs, on avait pris 522 pieds, 1065 pieds, et on savait, nous, où est, par la carte de Zina, où est le puits, et donc on devait, plus 522, plus 1050, on devait tomber sur l'entrée de la voûte sous terre, telle que la carte de Zina nous avait appris à la localiser. Et ben non, il nous manquait 17 pieds. Et en fait, les 17 pieds, maintenant je vous le raconte, mais les 17 pieds, et ça a pris que 2-3 semaines à Michael, on se dit, mais attends, ça marche pas. Et en fait, les 17 pieds, ils sont là. Il faut creuser 17 pieds, il faut que vous creusez 5-6 mètres à 45 degrés dans la paroi. Donc, on pense vraiment que il y avait de la argile durcie, que les coups de pioche, c'est des gens qui cherchaient l'entrée, et que l'entrée, elle est bien, il faut creuser à la zone des 40 pieds à 45 degrés, et on va trouver cette entrée de corridor. Et je vais zoomer très fort sur ce dessin. Vous allez voir quelque chose. Une espèce d'indication. Voilà. Vous voyez l'entrée du tunnel de service, là? Ce tunnel de service, regardez bien l'entrée. L'entrée, ils l'ont dessinée comme ça. Alors, la qualité, hein, on fait ce qu'on peut avec le scan, mais elle est comme ça, et on voit qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Hein, juste là. On voit qu'il y a bien quelque chose. Et ça serait l'entrée à déboucher. Hein. Il y aurait donc, si je grossis, hein, il y aurait donc 17 pieds à aller creuser à 45 degrés d'angle pour aller rattraper entre les 45... Encore une fois, c'est pas à l'échelle, mais pour aller rattraper. Donc, il faut enlever cette partie de terre-là, enlever la partie de terre, la faire remonter. Et puis là, on accède enfin au tunnel. Et le tunnel, il nous amène où? Comme est indiqué dans le parchemin. 522 pieds anciens plus loin. On arrive à la rampe. La rampe, c'est ça. Et ben, c'est presque ce qui est dessiné. Hein. On voit une énorme tige avec en dessous une espèce d'écluse ou un bloqueur. Quelque chose qui bloque, une herse. Et en fait, oui, on pourrait même imaginer qu'ils ont coupé une partie d'un mât de bateau. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a quand même une petite distance là. Entre ça et ça, on pourrait quand même imaginer 20 ou 30 mètres. Donc un morceau de bois de 20 ou 30 mètres de long qui permet de fermer le conduit. Tout ça, en fait, se recoupe. Y a une histoire nourrit l'autre, quoi. Et ces documents, on le sait, ont des sources différentes. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que c'est 3 documents qui parlent de la même histoire. C'est ça, moi, qui me bluffe le plus, quoi. Et on nous dit qu'après avoir atteint la hampe, qui est en C ici, on continue à 1065 pieds plus loin et on atteint la chambre. Alors, c'est ce qui est écrit dans le texte codé. On atteint la chambre. Et dans le document de Zina Alpern, dans la carte, on parle de voûte sous la terre, hein, une voûte sous la terre ou la chambre, et c'est bien de ça dont on parle. C'est assez, je ne serais pas surpris du tout que, à l'arrière des autres morceaux de parchemin, on nous parle un petit peu de ce qui se passe là, avec ce point-là, qu'on nous parle un petit peu plus qu'il faut ouvrir cette trappe et ouvrir cette deuxième trappe. On doit nous parler qu'il faut monter les cendres, et je m'attendrais, si un jour j'avais la chance de consulter ces documents, d'avoir l'histoire, les autres morceaux de l'histoire, hein, sur comment on opère ce mécanisme qui est sous terre. Alors, on continue. Juste pour vous, si vous ne le saviez pas, ça c'est de l'argile liquide, ici. Hein, c'est de l'argile liquide. Et ça c'est de l'argile durcie. Et on imagine bien que c'est assez solide, c'est assez rigide, hein, une fois que c'est durci. Et comment on durcit de l'argile? En le faisant chauffer dans un four ou au feu. Et si on met un feu à 40 pieds pour faire durcir de l'argile, pour consolider les parois du puits, et pour cacher l'entrée ici, à 17 pieds plus loin du tunnel à 45 degrés, et bien quand on fait brûler du bois pour faire chauffer l'argile liquide et pour le durcir par évaporation, il reste quoi? Il reste du charbon de bois. Et pourquoi on trouve du mastic de bateau à cette hauteur? Pour contrer, parce que la marée monte et descend, rappelons-nous, hein, il doit quand même y avoir une pression d'infiltration d'eau verticale de bas en haut, et ils ont mis un énorme bouchon, un bouchon. Et qu'est-ce qu'ont fait nos amis sans le savoir, parce qu'ils n'avaient pas tous ces codes? Ils n'ont pas été cherchés à 45 degrés à 40 pieds, ils ont continué en étant persuadés que le trésor se trouvait au fond, et à un moment, ils ont arraché cette protection, et alors ça a tenu, hein, il y avait encore de la terre, ça a tenu, et puis à un moment on était à 90 pieds, puis ça tenait plus. La pression d'eau verticale est remontée, a détruit ce qui restait détruire de morceaux de terre ou quoi que ce soit, et puis l'eau est arrivée au même niveau que la marée et que l'océan, puisqu'on était connectés. Voilà, donc vraiment, moi je suis étant ingénieur de formation, je suis assez séduit par ce passage secret en fait, cette idée de dire, voilà, tous les fous
iront creuser en vertical, surtout que sur la pierre de 90 pieds, il y a marqué 40 pieds plus bas, et elle est à 90 pieds, présumement. 80 pieds plus... 40 feet, 40 pieds plus bas, vous allez trouver 2 millions en or. C'est un attrape-couillon, c'était pour déclencher le piège. Et les gens qui savaient avaient les autres documents. Le principe de la carte par les 7 morceaux de puzzle, et puis les instructions de Zina pour trouver l'entrée exacte du puits, et puis les instructions qui disaient ne déterrez pas ce qu'il y a en dessous, mais creusez à 45 degrés. Voilà. Je trouve ça, moi, assez convaincant. Il y a 3 documents différents qui expliquent ce phénomène, enfin, qui expliquent ce mécanisme et la façon dont y accéder. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et si vous avez apprécié la vidéo, souscrivez. J'ai encore plein de choses à vous montrer. À très bientôt. Au revoir.